ne peux pas vous le proposer sans que je me sois assuré que chacune et chacun d'entre vous a entendu au moins une version du communiqué conjoint publié par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, je m'assure d'abord de cela avant d'aller plus loin, puisque ce communiqué est la base même de la présente communication. Je l'ai publié sur ma page Facebook et sur ma page YouTube. Je vais maintenant vous en donner lecture. Je vais essayer d'agrandir tout ça. Voilà. Burkina Faso, République du Mali, République du Niger. Communiqué numéro 24003 de l'AES. New York, le 19 août 2024. Monsieur le Président, et on s'adresse ici au Président du Conseil de sécurité, sur instruction de nos autorités, nous avons l'honneur de vous faire parvenir 6 juin la lettre conjointe du 19 août 2024 que vous adressent leurs excellences Messieurs Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, et Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur de la République du Niger. Par cette lettre conjointe, les ministres en charge des affaires étrangères du Burkina, du Mali et du Niger dénoncent et condamnent fermement le soutien ouvert et assumé du gouvernement de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. Ils demandent au Conseil de sécurité de prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme afin de prévenir ces actions subversives qui menacent la stabilité du Sahel, voire du continent africain. Nous vous prions de bien vouloir faire porter la teneur de la présente et son annexe à l'attention des membres du Conseil de sécurité et de les publier en tant que documents officiels du Conseil. Pour le Burkina Faso, a signé son Excellence, M. Oumarou Sanou, ambassadeur représentant permanent. Pour la République du Mali, son Excellence, M. Issa Konfourou, ambassadeur représentant permanent. Pour la République du Niger, M. Samanou Ousmane, chargé d'affaires. Et enfin, le courrier est adressé à son Excellence, M. Michael Imran Kanou, ambassadeur représentant permanent de la République de Sierra Leone auprès des Nations Unies, qui est actuellement le président du Conseil de sécurité à New York. Voilà, mes chers amis, la teneur du document historique que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déposé sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, nous allons suivre le plan que nous vous avons annoncé, à savoir quelles sont les causes de cette action et ensuite quelles en seront les conséquences. Commençons par les causes. Cette action est causée, à mon avis, d'abord par un fait exceptionnel. C'est que depuis que l'Afrique, après l'assassinat de Muammar el-Kadhafi et le saccage de la Libye par l'OTAN, a été déstabilisée avec l'appui des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, aucune grande puissance de ce monde n'avait osé assumer en son nom propre et officiellement sa participation aux opérations terroristes contre l'Afrique. Dans l'histoire de la déstabilisation terroriste au XXIe siècle,
la République d'Ukraine est la première à assumer publiquement et officiellement sa participation aux côtés des organisations terroristes à l'agression terroriste que subit l'Afrique et notamment donc la région du Sahel. Donc, ce phénomène exceptionnel, celui de l'aveu d'un État qui, à travers son ambassadeur, actuellement en poste au Sénégal, où il bénéficie de la bienveillance du gouvernement sénégalais de Diomaye et de Sonko, un directeur des services de sécurité de l'Ukraine, c'est du jamais vu dans l'histoire de cette affaire de terrorisme. Aucune puissance ne s'était permise, parmi toutes les puissances qui pourtant ont créé les deux organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Parmi toutes les puissances qui continuent à fournir des armes et des munitions à ces organisations. Parmi toutes les puissances qui continuent à assurer à ces organisations une couverture médiatique impeccable. Parmi toutes les puissances qui utilisent le mécanisme des rançons pour financer ces organisations terroristes. Mécanisme consistant à leur donner des otages afin de décaisser des fonds spéciaux des États occidentaux pour payer les libérations farfelues, fantaisistes, aussi fantaisistes que les prises d'otages elles-mêmes, organisées aux fins de justifier les paiements incongrus. Jamais, 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 il n'y a eu une puissance depuis les événements de 2010-2011 qui ait assumé publiquement d'avoir participé aux opérations terroristes contre un pays africain avant l'Ukraine. Il fallait donc que les pays africains agressés, l'Afrique agressée, marquent le coup en frappant les femmes. Il fallait, c'est une obligation de l'État, puisque l'État et le gouvernement ont la responsabilité de la protection des populations de leur territoire, il fallait porter l'affaire devant les plus hautes instances juridictionnelles internationales. Ça, c'est la première cause. L'exceptionnel aveu ukrainien. L'aveu ukrainien, c'est comme une offrande que Dieu vient de faire à l'Afrique. C'est un don de la providence que l'Ukraine ait proféré cet aveu. Parce que jamais puissance occidentale ne s'était permise, depuis l'assassinat conjoint de Kadhafi par l'OTAN, à la tête de laquelle les États-Unis d'Obama, la France de Sarkozy, la Grande-Bretagne de David Cameron, aucun État occidental ne s'était permis d'assumer qu'il mène des actions terroristes en bonne entente avec Al-Qaïda et l'État islamique. L'Ukraine est cet État occidental qui est venu livrer littéralement l'Occident. Livrer l'Occident en plein jour. Comme poussé par la puissance de la providence. Puis poussé par la puissance immémoriale des ancêtres angélisés de l'Afrique éveillée. L'Ukraine a vomi le venin qui était entre ses entrailles. L'Ukraine a avoué ce qu'aucun de ses partenaires n'a osé avouer. Aucun de ses tuteurs n'a osé avouer. L'Ukraine a dit, et elle s'est réjouie, elle a dit, nous avons tué des Maliens et leurs alliés russes au Mali dans une opération conjointe avec les groupes armés terroristes. L'Ukraine l'a assumé. Il fallait donc assumer une plainte en bonne et due forme afin que les générations actuelles et futures ne jugent pas que les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger s'étaient comportés comme des lâches lorsque l'ennemi s'était affiché à ciel découvert. Oui, Africaines, Africains, vous, nos amis d'Europe, d'Asie et d'Amérique qui m'écoutez, je vais donner maintenant la deuxième cause, la deuxième raison pour laquelle cette action a été menée. La deuxième raison pour laquelle le Mali, le Burkina Faso et le Niger portent cette affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, elle est en rapport avec le statut de l'Ukraine. Le coupable. Non pas un coupable présumé. L'Ukraine n'est pas présumée coupable. D'accord? Parce que dans cette affaire, l'Ukraine est coupable auto-désignée. La plainte n'a pas pour but d'établir les responsabilités de l'Ukraine, puisque l'Ukraine s'est déjà auto-accusée. L'Ukraine, littéralement, a plaidé déjà coupable.
Donc n'oubliez pas que cette plainte n'a pas pour but de prouver que les Ukrainiens ont participé à l'assassinat des soldats maliens, à l'agression terroriste contre le Mali, puisque les Ukrainiens eux-mêmes l'ont prouvé. Ce sont eux-mêmes qui ont donné les pièces à conviction. D'accord? Le débat ne porte plus là-dessus. L'Ukraine n'est pas présumée coupable. Non, elle est coupable. Elle a plaidé coupable. Elle a avoué coupable. C'est un coupable assumé, pas présumé. Il n'y a plus ici, il n'y a aucune présomption d'innocence pour l'Ukraine dans cette affaire, en termes juridiques, puisqu'elle s'est auto-accusée. Et en donnant des éléments suffisamment tangents et tangibles. D'accord? Mais il y a la deuxième raison, écoutez-moi bien. La deuxième raison, c'est le statut de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine est dirigée par un gouvernement qui est en guerre avec la Russie. Mais tout le monde sait que ce gouvernement est en guerre avec la Russie grâce au soutien militaire des puissances de l'OTAN. Tout ce que l'Ukraine mène comme combat actuellement dans le monde, elle le fait sous l'égide de l'OTAN. L'OTAN qui est l'organisation, l'alliance politico-militaire qui protège l'Ukraine, qui arme l'Ukraine et qui ne s'en cache pas. Je crois que c'est un secret de polichinelle que de dire qu'on voit très bien les pays de l'OTAN déverser des dizaines, des centaines de milliards bientôt de dollars à l'Ukraine dans le cadre de la guerre contre la Russie. Et tout le monde sait très bien que les armes que l'Ukraine utilise aujourd'hui dans sa guerre contre la Russie sont essentiellement les armes qui lui sont fournies par l'Alliance occidentale. Donc, pourquoi fallait-il porter plainte contre l'Ukraine? Mais parce que l'Ukraine n'est en réalité que le cache-sexe de l'OTAN. Et qu'en obligeant l'Ukraine à répondre de ses aveux, l'OTAN est obligée, elle est obligée de se révéler au grand jour pour ce qu'elle a toujours été, une grande organisation de déstabilisation de la planète pour assurer l'hégémonie de l'Occident. Donc cette plainte-là, l'Ukraine offre une occasion extraordinaire de mettre l'alliance qui parraine l'Ukraine devant ses responsabilités. Parce que l'Ukraine ne pouvait pas venir à plus de 7000, 8000 km de sa frontière, attaquer le Mali sans la protection de ses tuteurs. Donc par raisonnement transitif, l'Ukraine étant aujourd'hui un satellite de l'OTAN, l'Ukraine ayant attaqué le Mali, il s'ensuit qu'on sait que derrière l'attaque de l'Ukraine contre le Mali ne se trouve ni plus ni moins que celle de l'OTAN. Et s'il vous plaît, les 3 pays qui m'ont formé ne m'ont pas envoyé à l'école pour que je sois incapable de dire la vérité au peuple. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas être capable de dire ce que je dis. Mais moi, quand mes parents m'ont envoyé à l'école, c'était pour que j'apprenne et que je comprenne et que je sois capable de dire ce que je sais. Ce que je vous dis là, c'est ce que je sais. Et tout le monde doit pouvoir dire ce qu'il sait. Parce que le sang des innocents a trop coulé. Les pauvres gens qui n'ont rien fait ont trop payé. Nous ne pouvons pas continuer à vivre tranquillement, nous qui sommes vivants sur la terre, sans participer à rendre justice à toutes les victimes qui se comptent maintenant par millions en raison de la domination du mensonge. Donc nous devons dire la vérité. La deuxième raison, c'est que derrière l'Ukraine, il y a l'OTAN. Et il faut le dire à tous les pays membres de l'OTAN, tous les Africains cultivés, tous les Africains informés savent que c'est vous qui attaquez l'Afrique. Et que l'action terroriste de l'Ukraine contre le Mali est une action qui a été faite sous votre tutelle. Par conséquent, la plainte que portent le Mali, le Burkina et le Niger, elle va éclabousser toute l'OTAN. C'est-à-dire que cette plainte va permettre de crever l'abcès sur la nature de la déstabilisation du continent africain depuis l'assassinat de Kadhafi en 2011 par l'OTAN. La destruction de la Libye en 2011 par l'OTAN. Quand j'arrive sur ce point, je rappelle toujours les 4 ou 5 preuves que c'est l'OTAN qui déstabilise l'Afrique. Je commence par la première. Les emails de Madame Hillary Clinton, révélés par le scandale Wikileaks. Dans ces emails, on a trouvé les vraies raisons pour lesquelles Obama et Clinton ont assassiné Kadhafi et détruit la Libye. C'est parce que Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro et du franc CFA sur l'Afrique.
C'est écrit noir sur blanc dans les emails personnels de Mme Hillary Clinton, révélés à travers le scandale Wikileaks par Julian Assange. Qu'il soit béni, Julian Assange, un grand serviteur de l'humanité, Julian Assange. Deuxième preuve, la célèbre conversation entre Fabius Laurent, alors ministre français des Affaires étrangères, et Sergei Lavrov, encore ministre russe des Affaires étrangères aujourd'hui, rapporté par Lavrov. Au nom de la France, Fabius demande à la Russie de ne pas empêcher l'intervention armée du Mali contre ce qu'on appelle faussement, trompeusement, les djihadistes en 2011, en 2013. Il demande cela. D'accord? Et la Russie, à travers Lavrov, marque son accord. La Russie marque son accord pour l'intervention militaire française de 2013. Mais Lavrov ponctue son accord par une observation qui sera suivie d'une réplique célèbre, tristement célèbre, de Laurent Fabius. Lavrov dit à Fabius, « Vous vous préparez, mon cher Laurent, à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. » Et Laurent Fabius répond à Lavrov, « C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. » Établissant ainsi que la soi-disant lutte antiterroriste des pays occidentaux de l'OTAN contre les terroristes donc en Afrique n'est qu'une duplicité, car ce sont les mêmes, à travers l'alliance de l'OTAN, qui les ont fait venir, et ensuite qui viennent faire semblant de nous aider à les combattre, selon la stratégie des pompiers pyromanes, pyromaniac firefighters. This is the truth. La troisième preuve que je martèle dans les crânes, jusqu'à ce que tout le monde ait le courage de la vérité, c'est celle de l'entretien célèbre et public à Deauville entre le président américain Barack Obama et l'alors président nigérien Mahamadou Issoufou, qui devrait, je le pense, et j'insiste là-dessus, s'expliquer devant toute l'Afrique sur ce qu'il a fait quand il était à la tête du Niger, parce que son ambiguïté persiste, avec un double jeu, y compris ses dernières déclarations à la fondation Mo Ibrahim, que nous avons bien notées, et qui sont des déclarations tentant de gagner et de manger à tous les râteliers. Je bénéficie d'une compréhension, d'une bienveillance des nouvelles autorités en tant qu'ancien président de la République, et parce que j'ai fait profil bas quand la révolution du CNSP a eu lieu. Mais de l'autre côté, quand j'en ai l'occasion, je condamne le coup d'État. Je ne peux pas condamner le coup d'État qui me garantit la bienveillance. Je ne peux pas condamner le coup d'État qui me garantit des libertés, alors que c'est moi qui ai imposé le satrape Bazoum, serviteur de la France-Afrique, de l'impérialisme occidental à la tête du Niger. Donc, attends, je reviens à Mahamadou Issoufou. Issoufou a quand même le courage de dire à Obama, à Deauville, en 2011, Mr. President, plutôt 2010, Mr. President, please don't destroy Libya. Don't destroy Libya. C'était 2011, à Deauville, en mai 2011. S'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye, ne détruisez pas la Libye. Si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Vous allez déstabiliser toute l'Afrique si vous détruisez la Libye. Réponse de Barack Obama, no, we will finish the job. Non, nous allons aller jusqu'au bout du travail. C'est-à-dire qu'Obama, président des États-Unis, a clairement assumé qu'il cassait la Libye pour déstabiliser toute l'Afrique. Et le but était d'imposer aux pays africains d'accepter des bases militaires occidentales dans le Sahel. Par la suite, d'accepter des bases militaires occidentales sur le golfe de Guinée, comme on veut imposer, tout naturellement en Afrique de l'Est et notamment en République démocratique du Congo, les bases militaires occidentales ou des proxys de l'Occident, que sont le Rwanda et l'Ouganda. Et c'est ce même schéma qui est appliqué pour la déstabilisation du Mozambique, où on a envoyé de soi-disant djihadistes afin de mettre la main sur les réserves pétrolières et gazières faramineuses du Mozambique. Donc cette méthode, Obama l'a assumée, il a dit « We will finish the job ». Nous irons jusqu'au bout. En quoi consistait le job? La recolonisation feutrée de l'Afrique, sous couvert de lutte antiterroriste, de lutte contre la pollution, de lutte contre le réchauffement climatique, afin de contrôler l'or, le pétrole, le gaz, l'uranium, le manganèse, le lithium, le coltan, contrôler les richesses du continent le plus riche du monde. Tout ce plan otanien a une seule devise, diviser pour mieux régner, déstabiliser pour mieux s'imposer, l'ordre par le chaos.
Voilà les preuves. Et je n'oublie jamais une preuve que j'aime beaucoup. C'est une phrase de l'actuel président français, Emmanuel Macron, qui venait à l'époque d'être élu président de la République française. Il répond à une interview au quotidien Le Figaro en juin 2017. Et il dit, citation, « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation, dixit Emmanuel Macron dans le journal Le Figaro en juin 2017. C'est-à-dire que le président français Emmanuel Macron a lui-même par cette déclaration reconnu la responsabilité de l'OTAN dans la déstabilisation totale de l'Afrique aujourd'hui. Il a même parlé d'une dette de sang de la France envers la Libye. Il aurait dû l'étendre à toute l'Afrique parce que la destruction de la Libye est la cause et la mère de toutes les déstabilisations du Sahel actuel. Donc, écoutez, la deuxième raison et la deuxième cause de cette plainte, c'est de mettre l'OTAN face à ses responsabilités. Et vous qui m'écoutez ici, vous êtes maintenant plus de 6000 personnes en direct. Vous devez avoir le courage de dire ces vérités. Nous devons être des millions à dire cela. Nous savons que l'Afrique n'est pas victime d'une guerre religieuse. Le concept de djihadiste qui a été utilisé pour expliquer les agressions que subissait le Sahel, que subit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe maintenant jusqu'au Mozambique, ce concept est un mensonge élaboré dans les laboratoires et otaniens pour cacher l'instrumentalisation des organisations terroristes créées par les renseignements généraux occidentaux pour déstabiliser la planète en général, l'Afrique en particulier, et soumettre les gouvernements africains, les peuples africains aux conditions de coopération économique, politique, culturelle, géopolitique, géostratégique et diplomatique, bien sûr, de tout ce beau monde. C'est cela la finalité. Est-ce que c'est clair? Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il faut que vous compreniez. C'est la deuxième raison pour laquelle cette plainte est opportune. Alors, enfin, il y a une troisième cause de cette plainte. Une troisième cause de cette plainte, c'est ce qu'on appelle l'effet de masse. Il y a un effet de masse maintenant aux Nations Unies. En portant cette plainte, les trois pays obligent les Nations Unies à devoir reconnaître l'injustice qui préside au fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies envers l'Afrique. Cette plainte a pour but de démontrer que le Conseil de sécurité des Nations Unies, que l'Organisation des Nations Unies est une organisation oligarchique de domination de la planète au détriment des peuples anciennement traités par la traite négrière, au détriment des peuples colonisés anciennement, des peuples néocolonisés, impérialisés, brimés. Parce que je vous rappelle que le Mali avait déjà porté plainte. Le Conseil de sécurité n'a pas voulu examiner la plainte. Le Burkina s'est déjà plaint. Le Conseil de sécurité n'a pas voulu examiner la plainte. Plusieurs pays africains se sont déjà plaints au Conseil de sécurité. Jamais ils n'osent examiner les plaintes des pays africains parce qu'il y a des grandes puissances occidentales qui sont là-bas et qui bloquent avec leur droit de veto. Qui empêchent avec leur droit de veto. Donc, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, au moment où ils portent plainte, viennent simplement ajouter à l'effet de masse, la masse critique qui prouve que l'ONU est une organisation anti-africaine, que c'est une organisation oligarchique, c'est une organisation impérialiste, néocolonialiste, une organisation de domination, que l'ONU n'est rien d'autre en réalité que le reflet des rapports de force que l'Occident a imposé depuis pratiquement 600 ans à toute la planète. C'est-à-dire, l'ONU ressemble à la structure de la domination internationale. D'accord? De toute façon, l'ONU n'a jamais été une organisation démocratique, puisque les décisions de l'ONU ne se prennent pas selon le principe du one country, one vote, un pays, un vote. Non. L'Assemblée générale de l'ONU, ces décisions n'ont qu'une valeur, on va dire, indicative, une valeur délibérative, une valeur de pur conseil. Les décisions de l'Assemblée générale de l'ONU, là où tous les pays membres de l'ONU sont présents, n'ont pas force de loi. Les seules décisions qui ont force de loi sont celles qui passent par le Conseil de sécurité. Lui, il a 15 membres, il y en a 5 qui sont permanents et 10 qui ne sont pas permanents, qui sont rotatifs, tournants. Seulement, les 5 membres permanents, donc les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France,
Si l'un d'entre eux oppose son veto, une décision qui a été votée par l'écrasante majorité des pays membres de l'ONU ne passe pas. Voilà l'organisation qui prétend enseigner la démocratie sur la Terre, la plus antidémocratique des organisations internationales, l'ONU. Une oligarchie des puissances. Vous comprenez? Donc, en fait, cette plainte vient rajouter à la liste des plaintes que l'ONU refuse d'examiner, et cette plainte vient enfoncer davantage l'ONU. Et c'est cela sa vocation. Montrer que l'ONU n'est plus le cadre, et peut-être n'a jamais été, ne sera jamais plus bientôt, un cadre dans lequel on puisse véritablement traiter des affaires internationales. Mes chers amis, ça, c'était la première partie de mon intervention. Je voulais vous parler des causes. Mais j'ai une quatrième cause. Est-ce que je vous donne les causes là? Vous notez. Écrivez ça. Il y a une quatrième cause pour laquelle cette plainte est portée. Les pays souverains, les pays panafricanistes ont décidé de traduire dans les termes du droit les infractions qui sont commises contre leur population. Et là, je prends ici mon chapeau de président de l'Institut de l'Afrique des libertés, association légale de droit malien que je dirige. L'un des axes de l'action de notre institut, c'est d'encourager les gouvernements africains à traduire en termes juridiques les revendications de leur population, de leur gouvernement, de leurs États face à des spoliations relevant du droit international. C'est-à-dire, il y a une puissance qui passe, dont l'armée passe sur votre territoire et tue des gens, vous devez lui porter plainte devant les juridictions nationales et internationales. Il y a une puissance qui a une multinationale qui vient et qui vous escroque et qui ne vous paye pas tous les impôts qu'elle vous doit. Vous devez lui porter plainte devant les juridictions nationales et internationales. Ça, c'est l'une des lignes de sensibilisation de l'Institut de l'Afrique des libertés. Vous avez une puissance qui, comme l'Ukraine, assume qu'elle a participé à une action terroriste contre vous. Elle doit être l'objet de poursuites judiciaires nationales et de poursuites judiciaires internationales. Là, j'ajoute même, il faudra poursuivre individuellement les personnes qu'on a vues sur le site de l'ambassade du Sénégal, de l'ambassade d'Ukraine, au Sénégal, en train de revendiquer l'agression contre le Mali. Il faudra nommément que le Mali produise des poursuites internationales contre ces personnes. Il faudra que le Mali demande à ce que ces personnes soient arrêtées. Il faudra que l'Afrique, désormais, juridicise ou judiciarise toutes les infractions qui sont commises contre elle. Parce que pendant très longtemps, l'Afrique n'était restée à la logique de la jérémiade, à la logique de la dénonciation, de la condamnation. Mais il n'y avait pas d'action ayant pour but de provoquer des réparations. Et l'un des combats que nous menons à l'Institut de l'Afrique des libertés, auprès de tous les États africains qui veulent bien nous écouter, c'est de leur dire: vous ne devez plus reculer devant l'usage de l'outil judiciaire sur le plan national ou international. Les spoliations doivent faire l'objet de poursuites. Il y aura des condamnations nationales, ça c'est sûr. Il sera difficile d'obtenir des condamnations internationales, mais au moins, dans l'archive du droit international planétaire, il sera indiqué que vous vous êtes battu pour faire entendre la cause des victimes. Oui, le 9 novembre 2004, l'armée française flingue plus de 60 personnes devant l'hôtel Ivoire. Tout le monde a vu l'armée française tuer ces gens. Mais où sont les procès en Côte d'Ivoire d'abord? Où sont les procès dans la CEDEAO, la soi-disant CEDEAO? Où sont les procès dans l'Union africaine? Où sont les procès à la Cour internationale de justice, à la Cour pénale internationale? Où sont les procès à l'ONU, faits à l'armée française et à ceux qui ont tiré et tué plus de 60 Ivoiriens le 9 novembre 2004? C'est une aberration. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne respecte pas les Africains, c'est que les Africains ont tendance à ne pas assumer leur désaccord et à ne pas le transformer en acte de droit. Les avocats conseils de l'Institut de l'Afrique des libertés, nous en avons fait un sacerdoce. Tout dirigeant africain que nous rencontrons, nous lui disons, en plus de la lutte politique, de la lutte médiatique, de la lutte géostratégique, de la lutte géotactique, la lutte économique, s'il vous plaît, engagez au plan national et international la bataille judiciaire.
peu importe ce que diront les magistrats, la bataille judiciaire permettra de faire connaître l'étendue des violations. Elle permettra justement de démystifier devant leurs propres opinions les soi-disant puissances morales qui veulent enseigner la démocratie, les droits de l'homme, alors même qu'elles sont les plus grandes violatrices des principes sacro-saints qu'elles proclament à tous les carrefours. Donc il faut porter dans les tribunaux internationaux les infractions que les peuples africains subissent. Non pas parce que les tribunaux vont nous donner raison, mais parce que ce sera une occasion d'en parler et de mettre en difficulté devant leurs propres opinions ceux qui prétendent enseigner la morale des relations internationales. Voilà la véritable, voilà les 4 causes qui, à mon avis, expliquent la démarche de l'Alliance des États du Sahel. Et voilà pourquoi, dès que j'ai pris connaissance de cette décision, je me suis empressé de publier un petit texte pour féliciter l'Alliance des États du Sahel, la confédération de l'Alliance des États du Sahel pour sa montée en puissance sur le front juridique. Parce que c'est un élément de mon plaidoyer depuis très longtemps. Et j'applique ce que je dis à ma propre vie. Quand je suis victime de spoliation, moi je porte plainte. Dans le système judiciaire de référence, je porte plainte. Si moi, un individu, je peux porter plainte, 5 plaintes, y compris contre le gouvernement français, pour des violations de mes droits. Mais comment un État africain pourrait-il lui avoir peur de le faire? Moi, un seul individu, je porte plainte. On me fait subir des tracasseries incroyables aux aéroports français quand j'entre et quand je sors. Je porte plainte, j'ai porté plainte pour ça. Et j'irai jusqu'au bout. On me prive de droit sans que je sois l'objet d'une quelconque poursuite judiciaire. On me prive de droit que la loi me reconnaît. Mais je porte plainte pour ça. Ce n'est pas parce que les juges vont me donner raison, puisque bien souvent ils sont manipulés, ils sont sous l'influence des politiques au pouvoir. Mais parce que le simple fait que l'affaire soit examinée, oh là là, quelle gêne ça représente. Parce qu'à l'occasion de l'examen de l'affaire, on va entendre mes arguments. Et même quand le juge ne décide pas pour moi, parce qu'il a reçu un coup de fil, eh bien, du pouvoir en place, le juge a honte. Son nom sera rattaché à une décision honteuse. Et toute sa postérité aura honte. Quand l'histoire ressortira le verdict et dira, mais on persécutait un intellectuel africain ici en France. On persécutait un intellectuel franco-africain. Et vous avez participé à cela. Vous avez signé des décisions, vous avez pris des décisions contraires au droit. Oui, je vous donne cet exemple. Est-ce que vous savez que les batailles judiciaires que j'ai engagées en France font, par exemple, que dans l'une des affaires défendues par le collectif d'avocats qui me soutient, dirigé par Maître Ndjifutao Woshawo Aboubek, que je salue, est-ce que vous savez que notre affaire a fini dans l'encyclopédie judiciaire, du droit français, qu'on appelle le Dalloz. L'affaire Niamsi, défendue par Ndjifutao Woshawo Aboubek, Ihou Alexis et consorts. Cette affaire-là, elle s'est retrouvée dans l'encyclopédie juridique, le Dalloz. Cette affaire est utilisée désormais pour former les juristes français. Vous savez pourquoi? Parce qu'un juge administratif s'est permis de rejeter ma plainte, mais sans donner de motif. Parce qu'il n'avait pas de motif. Ma plainte était fondée. Comme il n'y avait pas de motif pour rejeter ma plainte, il a rejeté la plainte sans motif. Les grands spécialistes français du droit ont noté que cette affaire méritait d'être enseignée aux générations futures, comme un cas exceptionnel, où on sent la présence du pouvoir politique dans la décision d'un magistrat. Le magistrat dit, Monsieur Niamsi, je rejette votre plainte. Monsieur Niamsi demande au magistrat, oui, monsieur le juge, vous rejetez donc ma plainte, pourquoi? Le magistrat dit, je ne sais pas. Hein? Ça perd l'hypopète. Scrogneux, ventre bleu, diantre. Ça pristille. Un magistrat, tout un magistrat français, qui rejette une plainte sans donner de motif. Les spécialistes français du droit se sont précipités, ils ont pris l'affaire, ils ont publié ça dans l'encyclopédie du droit. Ce qui fait que les petits Français qui étudient le droit maintenant, et jusque dans l'avenir, ils étudieront l'affaire Niamsi contre le ministère et le fameux arrêt du tribunal administratif qui rejette
Eh bien, la plainte de M. Niamsi sans donner de motif. Actuellement, ce sera l'objet de thèse, de mémoire, de master de droit. Des doctorats vont être écrits sur cette affaire. Voilà ce qu'un individu peut faire. Et combien de fois des États? Combien de fois des États? Les États ont la responsabilité de la protection juridique de leur population. Les gouvernements ont la responsabilité de prendre les initiatives judiciaires nécessaires en droit national et international quand leurs populations sont victimes de violations. Je voudrais saluer la Confédération de l'Alliance des États du Sahel parce que maintenant, elle assume pleinement cette vocation de l'État. Les Africains étaient abandonnés. Ils étaient abandonnés aux prédateurs internationaux. On vient, on assassine Kadhafi, l'Union africaine ne dit rien. L'Union soi-disant du Maghreb arabe ne dit rien. On vient, on agresse le Mali, l'Union africaine se tait. La CEDEAO fait semblant de condamner, mais personne ne porte plainte à personne. La vie continue. On a massacré les Africains, la vie continue. On vient, on massacre des Ivoiriens devant l'hôtel Ivoire. La justice ivoirienne se tait. La CEDEAO se tait. L'Union africaine se tait. L'État de Côte d'Ivoire lui-même se tait. Il ne porte même pas plainte. Parce que tout le monde a peur. Ouais, si on porte plainte, on va avoir des problèmes. Quel problème? Vous êtes déjà dans le problème. Cabri mort n'a pas peur de couteau. L'Afrique étranglée n'a aucune raison de ne pas faire usage de tous les outils du droit pour se défendre. Car le genou de l'impérialisme occidental est sur son cou. Comme le disait quand il avait encore tout son cerveau, un certain Sonko parlant du Sénégal. Le genou des néocolonialistes et des impérialistes est sur le cou de l'Afrique. Et vous demandez aux Africains, non, soyez gentils. Non, le droit doit être entendu, le droit doit être dit. Et même si le droit est dédié, l'histoire donnera raison à ceux qui ont porté plainte. L'histoire donnera raison à ceux qui ont porté les affaires devant les juridictions internationales. L'histoire leur donnera raison. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Maintenant, passons à la dernière partie de cette intervention. Je vais parler des conséquences. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences? Bon, écoutez. Les premières conséquences sont les suivantes. Les puissances visées, il faut le prévoir, vont commencer à chercher à fabriquer elles aussi des sujets de poursuite contre les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Je recommence. Première conséquence, puisque je les connais, je connais leur manière de faire. J'expérimente ces puissances dans la manière de persécuter des intellectuels libres comme moi, des intellectuels critiques comme moi. Quand vous avez un problème avec ces gens, sur le terrain A, sur lequel ils ont tort, ils cherchent un terrain B dans lequel ils vont tout faire pour que vous ayez tort. S'ils n'ont pas trouvé quelque chose dans le terrain B, ils cherchent un terrain C dans lequel ils vont tout faire pour que vous ayez tort. S'ils n'ont pas trouvé un terrain C, ils cherchent un terrain D. En fait, ils passent tout leur temps à chercher des angles sous lesquels ils doivent vous abattre. De ce point de vue, on peut dire que l'Occident est politiquement discipliné. Alors, d'où lui vient cette discipline politique? J'en profite pour vous donner un peu de psychologie politique occidentale. L'Occident est une partie du monde qui est dominée par l'angoisse existentielle. L'angoisse est la forme émotionnelle la plus profonde de l'occidental. Pourquoi? Mais parce que son sous-sol est pauvre. Et depuis plusieurs siècles, il s'est rendu compte que pour s'assurer la meilleure vie possible, il lui faut piller les autres continents. Donc en fait, l'occidental est très angoissé par le manque, la rareté. Voilà pourquoi il programme tout. Il programme tout. Et il explore toutes les autres parties du monde dans le but de savoir quelles sont les réserves qu'il y a. Et il programme des déstabilisations pour pouvoir mettre la main sur ces réserves. C'est un élément important de la psychologie politique de l'occidental. Angoissé par le manque, il passe tout son temps à évaluer les richesses que les autres ont et à monter des plans pour mettre la main sur ces richesses. Et c'est ce qu'il appelle la prévision. C'est ce qu'il appelle la programmation. C'est ce qu'il appelle la projection. C'est ce qu'il appelle les perspectives. Voilà pourquoi vous entendez cette phrase incongrue répétée par plusieurs dirigeants politiques occidentaux. L'Afrique est l'avenir de l'Europe. Astaghfirullah. Normalement, cette phrase n'a aucune valeur logique. Sémantiquement, cette phrase n'est même pas consommable. Mais pourtant, tout est dit dans cette phrase.
Nous avons l'intention de trouver des solutions pour avoir la main mise sur les richesses de l'Afrique. C'est ça que la phrase veut dire. L'Afrique est l'avenir de l'Europe. Certains vont plus loin en disant, sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. Ceux-là sont beaucoup plus sérieux. Donc, l'émotion fondamentale de l'occidental, contrairement à ce que nous raconte Senghor, qui pensait que l'émotion n'était que nette. Tous les êtres humains ont des émotions, même Sonko. Sinon, il n'aurait pas fait une grève de la faim pour qu'on le libère. Tout être humain a des émotions. Mais il faut savoir que l'occidental, politique en particulier, est dominé par l'angoisse. Il a une peur du lendemain qui est terrible. Voilà pourquoi il a créé le crédit, il a créé l'épargne, il a créé l'assurance, l'assurance maladie, l'assurance vie, l'assurance accident, l'assurance maison, l'assurance tout. L'occidental est angoissé. Même quand il doit faire un enfant, il calcule, il se met à calculer le nombre de grains de riz que cet enfant-là va manger. Il calcule comment il va scolariser cet enfant. Il calcule, ils sont constamment en train de calculer. C'est un vrai problème dans la civilisation occidentale, l'angoisse du temps. Alors, cette angoisse du temps, elle a des côtés négatifs. Cette espèce d'angoisse fait que c'est un individu instable. En fonction de ses intérêts, il change d'amis tout le temps. Parce qu'il court après ses intérêts. Il est difficile pour lui d'avoir des relations internationales stables. L'homme politique, la femme politique occidentaux sont essentiellement instables parce qu'ils courent après leurs intérêts. Le matin, ils vont là-bas parce qu'il y a le pétrole. Après, ils s'en vont là-bas. Alors, ils sont capables de parler de démocratie aux Africains, mais ils sont avec l'Arabie Saoudite, qui n'est pas une démocratie. Ils sont capables de courir à droite pour parler de droits de l'homme. Mais bon, écoutez, quand les droits de l'homme sont violés par l'Ukraine, c'est pas grave. Vous voyez cette instabilité psychique qui se traduit aussi par des incongruités, des incohérences chroniques dans les prises de position internationales. Ça vient de l'angoisse existentielle. Ils sont des angoissés. Donc, ces angoissés-là, quand ils vont voir le Mali, le Burkina et le Niger qui veulent les traîner devant les tribunaux, ils vont se mettre à chercher des poux sur la calvitie des présidents Goïta, Tiani et Traoré. Vous avez vu qu'ils ont plusieurs fois tenté d'inventer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité pour les leur faire porter. D'accord? Ils ont tenté de créer des génocides interethniques, des massacres interethniques, pour faire porter ces génocides, ces massacres interethniques aux dirigeants de l'AES. Vous n'avez pas vu ça? Ils ont essayé d'instrumentaliser les différences religieuses. C'est comme ça qu'ils ont instrumentalisé, par exemple, l'imam Diko, ici au Mali à un moment donné. Et maintenant, il se retrouve chez ses maîtres là-bas en Algérie. Vous avez remarqué ça? L'instrumentalisation de la religion. Et même des scènes comme la scène où un malappris s'est permis de brûler le Saint-Coran. Tout ça est instrumentalisé, c'est tiré. Ils sont derrière, parce que le but c'était de jeter la communauté des Kamites, la communauté des musulmans, la communauté chrétienne, les jeter les unes contre les autres. Et ainsi détruire la dynamique souverainiste africaine. Donc sachez qu'ils vont travailler là-dessus. Et ils vont tenter donc eux aussi de formuler toutes sortes d'accusations pour rendre la vie difficile aux dirigeants de l'AES. Manière de se protéger. Ça, c'est le premier point. Ce sera la première conséquence. La deuxième conséquence, à l'ONU, ils vont refuser qu'il y ait un débat. Ils vont refuser, parce qu'ils ont le droit de veto. Ils ont 3 fois le droit de veto au Conseil de sécurité. À travers les 3 puissances occidentales qui y sont représentées. La France va opposer son droit de veto pour que l'affaire ne soit pas examinée, comme elle l'a fait avant. Les États-Unis vont opposer leur droit de veto pour que l'affaire ne soit pas examinée comme ils l'ont fait avant. La Grande-Bretagne, d'autant plus que ces 3 pays sont membres de l'OTAN. Et ce sont les parrains de l'Ukraine. Donc vous savez très bien qu'ils savent que la plainte contre l'Ukraine les vise. Donc ils vont utiliser leur droit de veto pour empêcher le débat. Comme ils l'ont fait à propos de la plainte du Mali, etc. Ça, il faut que ce soit clair. C'est la deuxième conséquence. Ils vont essayer de bloquer le processus judiciaire international. Le problème, c'est que cette fois-ci, au Mali, ils n'ont pas tué que des Maliens. Ils ont tué des soldats russes, alliés du Mali. Et donc, la Russie et la Chine, qui sont des alliés du Mali, du Burkina et du Niger, la Russie et la Chine, la Russie a des raisons personnelles de soutenir cette plainte puisque des citoyens russes ont été tués. D'où, par exemple, l'Ukraine s'est réjouie puisqu'elle avait tué des Maliens et des Russes.
et qu'elle avait ainsi déporté, pour ainsi dire, sa guerre avec la Russie, mais de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, vers l'Afrique. Donc, attention, la Russie, elle, va tenir à ce que l'affaire soit débattue. Et bien que la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'opposent, l'affaire sera quand même débattue cette fois-ci. Pourquoi? Parce que des citoyens russes ont été tués. Et la Russie a tout intérêt à ce que l'affaire soit débattue. Alors, l'affaire sera donc débattue, à mon avis, parce qu'ils sont allés jusqu'à tuer donc des citoyens russes aux côtés des citoyens maliens. Mais il n'y aura pas de résolution. Parce que quand il faudra prendre une résolution, les trois puissances occidentales détentrices du droit de veto l'utiliseront. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième conséquence qu'il faut noter. Maintenant, il y a une troisième conséquence. Le discrédit de l'ONU. Cette affaire va accélérer le discrédit de l'ONU. C'est un discrédit qui est déjà connu. Les Africains ne veulent plus voir de missions de l'ONU sur leur sol. Les missions militaires de l'ONU sont détestées par les Africains parce que les Africains ont, avec le temps, pu établir que ces missions étaient des missions de stabilisation de l'instabilité. Ce sont des missions de renforcement de la déstabilisation du continent africain, de maintien de ce continent en situation de vassalité, de dépendance, de faiblesse structurelle, afin d'être continuellement pillé. Je vous annonce donc une troisième conséquence. C'est que cette affaire est le commencement de l'implosion de l'ONU. Après cette affaire, vous allez voir apparaître un nouvel ordre international du monde multipolaire. Vous allez voir apparaître une nouvelle instance internationale, du droit international, qui ne sera plus l'ONU. Puisque l'ONU est bloquée par le système du droit de veto du Conseil de sécurité, il va y avoir une nouvelle plateforme de droit international qui va se construire à l'écart de l'ONU et qui aura pour zone d'influence ce qu'on appelle aujourd'hui le monde multipolaire ou encore le Sud global. Notez bien cette troisième conséquence que je vous donne. Cette affaire nous conduit vers le nouvel ordre international multipolaire. Écrivez ça. Ça, c'est la troisième conséquence. Enfin, il y a une quatrième conséquence qui est très intéressante. C'est que cette affaire va permettre aux juridictions nationales africaines, aux magistrats authentiquement patriotes panafricains, de prendre leurs responsabilités et d'ouvrir tous les dossiers des violations collectives subies par les peuples africains par le fait des puissances internationales. Je pense que cette affaire peut servir de détonateur pour ouvrir les procès de la traite négrière, les procès de la barbarie coloniale, les procès de la barbarie néocoloniale et impérialiste contre l'Afrique. Cette affaire doit être le détonateur pour que les magistrats africains s'emparent du dossier des réparations de la traite des Noirs. Tout pays africain doit donner instruction à ses magistrats d'ouvrir une enquête afin de lancer des revendications de réparation internationale envers les pays qui ont bénéficié du commerce des Noirs. Cette affaire lance de la même façon le procès des grands massacres coloniaux que nos peuples ont subis avec les réparations que les magistrats de toute l'Afrique doivent exiger aux puissances qui ont tué. Puisque la colonisation, comme l'a reconnu le président Emmanuel Macron en février 2017, lors de son voyage en Algérie, ou 2015, la colonisation était un crime contre l'humanité, et que le droit international s'accorde à dire que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire qu'on ne les juge pas. Il va falloir que tous les juges africains, tous les tribunaux africains des pays qui ont connu les affres de la colonisation jugent de l'affaire de la colonisation et des massacres coloniaux, condamnent les puissances coloniales à payer des réparations. Si ces réparations ne sont pas payées, les faire payer par des nationalisations conséquentes. Il faut que ce dossier soit ouvert, le dossier des crimes coloniaux, des crimes négriers et de tous les crimes de masse subis par les Africains. Les magistrats africains ont été envoyés à l'école pour ça. Mon frère, ma soeur, tu as fait des études de droit, payées par ton pays natal, ta famille. C'est pour que, en tant que magistrat, en tant qu'avocat,
en tant que juriste, en tant que militant des droits des Africains, en tant qu'activiste, en tant qu'intellectuel, tu demandes que commencent les réparations. Tu demandes que commencent les réparations. Et les réparations passent par des jugements avertis, des tribunaux contemporains africains contre les puissances coupables des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre contre l'Afrique. Donc, cette affaire que vous voyez, cette affaire, cette plainte portée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, par la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, cette affaire-là, cette plainte ouvre un horizon immense. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas une petite plainte qui va disparaître à l'horizon du temps. Il s'agit d'une montée en puissance. Il s'agit d'un passage dialectique à un niveau de contradiction supérieur. Il s'agit d'une plainte qui va contribuer à la redéfinition du droit international. La redéfinition du droit international. Est-ce que vous comprenez? Voilà les conséquences que je vois à très court terme. Enfin, il y a une dernière conséquence. Mais ils vont redoubler d'ardeur dans les actions de déstabilisation. Tinzaouaten n'est que l'annonce de la détermination des structures néocolonialistes, impérialistes, avec justement leurs serviteurs, leurs pionniers terroristes, leur détermination à détruire la forteresse de l'Afrique noire que constitue aujourd'hui la Confédération des États du Sahel. Cette détermination va augmenter. Il faut s'attendre à des attaques militaires plus sévères que celles de Tinzaouaten. Elles sont en préparation. L'une des particularités de l'Occident politique, c'est que, rongé par cette angoisse existentielle du manque en raison de la pauvreté de ses sous-sols, l'Occident n'a jamais renoncé au paradigme de la prédation. Par conséquent, même quand il perd une bataille, il continue à essayer de tout faire pour gagner les suivantes et gagner la guerre. La guerre, c'est, nous disait von Clausewitz, l'un des grands géostratèges de l'art militaire en Allemagne, la guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Celle qui est imposée à l'Afrique a pour but de tout faire pour que l'Afrique soit soumise. Tout faire pour que l'Afrique soit soumise au... Excusez-moi. Tout faire pour que l'Afrique soit soumise aux grandes puissances. Excusez-moi, je veux juste m'assurer que tout se passe très bien côté... Voilà. Voilà. Tout faire pour s'assurer que l'Afrique soit sous le contrôle des multinationales de l'Occident et que l'uranium, l'or, le gaz, le pétrole, le cobalt, le manganèse, le lithium, bref, toutes ces choses dont l'Afrique est immensément riche, il s'agit de s'assurer qu'on a toujours la même mise sur elle. Donc, par conséquent, les Africains doivent intégrer dans leur psychologie le principe qu'ils seront contraints à la guerre permanente. L'Afrique sera en permanence contrainte à la guerre, parce que la psychologie de l'angoisse existentielle de l'homme et de la femme politique occidentaux les porteront à fomenter sans cesse des plans de déstabilisation. Il faut donc intégrer que, par définition, l'Occident politique cherche systématiquement à éviter la paix. Voilà pourquoi l'Afrique politique doit systématiquement se donner les moyens de contrecarrer la guerre. Je recommence une deuxième et avant-dernière fois. L'Occident politique nous a montré que sa devise, c'est d'éviter la paix. C'est-à-dire d'imposer la guerre permanente à tous ceux qui possèdent des richesses sur lesquelles il veut mettre la main. Nous, Afrique des libertés, Afrique en lutte pour le bien-être, la sécurité de ses populations, nous devons avoir pour devise nous donner les moyens de contrecarrer en permanence la guerre. Non pas d'éviter la paix, mais de contrecarrer en permanence la guerre. C'est-à-dire de défaire les déstabilisateurs. Ce sera la condition permanente des pays africains, des puissances africaines, des organisations africaines. Ce sera l'obligation permanente de notre génération et des générations suivantes d'Africains de penser la sécurité de l'Afrique, d'agir pour la sécurité de l'Afrique, de contrecarrer les plans
des déstabilisateurs professionnels rongés par leur angoisse existentielle et qui ont besoin d'exporter sans cesse la guerre pour imposer leur ordre hégémonique international. Il faudra intégrer cela dans l'éducation, de l'école maternelle à l'université. Apprendre aux jeunes Africaines et Africains que la sécurité est un enjeu majeur et que toute la connaissance n'a aucune valeur si elle ne se traduit pas par une maîtrise des sciences de la sécurité. Toute la connaissance ne sert à rien si elle ne se traduit pas par une maîtrise des sciences de la sécurité. Parce que la sécurité conditionne tout. C'est quand tu es en paix que tu peux écrire des poèmes, faire de la philosophie. C'est quand tu es en paix que tu peux faire de la musique. C'est quand tu es en paix que tu peux bâtir des civilisations, imaginer des institutions de qualité. C'est quand tu es en paix que tu peux élever correctement tes enfants. Or, la paix, eux, ils veulent l'éviter. Par conséquent, nous devons, ici, en Afrique, constamment contrecarrer leur obsession à éviter la paix. Parce qu'ils vivent de la guerre. Ils vivent de la guerre. C'est par la guerre qu'ils remplissent leurs comptes bancaires. C'est par la guerre qu'ils font fonctionner leurs industries. Et c'est cela depuis 600 ans. Les guerres que vous voyez sur la terre sont programmées froidement dans leurs officines. Et les motifs sont de plus en plus farfelus parce que maintenant l'information va vite. Pour tuer Saddam Hussein et détruire l'Irak, vous avez vu comment ils ont menti. Pour tuer Kadhafi et détruire la Libye, vous avez vu comment ils ont menti. Vous avez vu ce qu'ils ont fait pour mettre la Syrie à feu et à sang. Vous avez vu comment ils se sont comportés en Afghanistan. Donc vous savez très bien que chez eux, la guerre, c'est le b.a.-ba de la politique internationale. Il leur faut terroriser, effrayer, apeurer. Il leur faut brimer. Et tout leur droit international n'est que l'esthétisation de cette barbarie. Oui, le droit international tel qu'il a été imposé par les puissances négrières, colonialistes, impérialistes, c'est une forme stylisée de la barbarie. Et on a voulu enseigner ça aux Africains comme étant le summum de la civilisation. Ce droit international piégé par des rapports de force biaisés, piégé par du cynisme, de la méchanceté, de la barbarie, piégé par de la cruauté, un esprit ténébreux. Tout ça, on l'a mis dans des livres, on a appelé les Africains, on leur a dit d'apprendre ça par cœur. Et certains croient qu'il suffit de citer des articles de ces livres-là pour être intelligent. L'intelligence consiste à comprendre la complexité d'une situation en combinant le local et l'international, l'actuel et le lointain. L'intelligence consiste à penser large pour agir efficacement, ici et maintenant. Penser sans cesse. Mobiliser toutes les puissances de l'esprit pour donner aux siens la capacité d'anticiper, la capacité d'agir efficacement pour préserver leurs valeurs et faire vivre les générations actuelles et futures dans un monde meilleur que celui des précédentes. Voilà l'intelligence. Elle doit être mise en mouvement dans l'histoire. Ce n'est pas la diplomite, non, c'est là, c'est là. Si nous sommes intelligents, nous devons montrer qu'on comprend comment va le monde et nous devons agir sur les facteurs qui nuisent au plein épanouissement des hommes et des femmes, de chair, d'os et de sang que nous sommes ici. Bon, je vous remercie. Voilà ce que je voulais proposer en guise de contribution après ce grand moment historique, la plainte conjointe du Mali, du Burkina Faso et du Niger devant le Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Ukraine pour fait de terrorisme, l'Ukraine qui, comme vous le savez, est tout simplement le faire-valoir de l'OTAN, non seulement en Europe de l'Est dans sa bagarre contre la Russie, mais également ici en Afrique où elle s'est permise d'assumer son agression terroriste contre notre grand Mali. Ayons le courage de la vérité, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Voilà, vous étiez près de 7000 personnes en direct de cette émission. J'en suis fort honoré, vous étiez près de 7000 personnes en direct de cette émission. Et je vous salue de Bamako et je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une excellente suite de semaines où que vous soyez à travers le monde. Où que vous soyez à travers le monde. Merci à celles et ceux qui ont partagé cette émission.
Merci à celles et ceux qui continuent à soutenir nos chaînes YouTube, Facebook et TikTok. Je voudrais saluer mes abonnés sur Facebook. Nous avons franchi aujourd'hui la barre des 400 000 abonnés sur la page Facebook Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Soyez félicités, soyez bénis. Vous qui prenez des abonnements spéciaux pour soutenir le ministère des pains spirituels de la liberté, soyez infiniment remerciés. Votre soutien nous est précieux dans cette bataille de la vérité, de la justice et de la solidarité. Merci infiniment. Merci. Merci à vous qui avez partagé cette émission et qui l'avez aussi protégée. Est-ce que vous voyez cette belle pièce de l'art vestimentaire du Mali? Vous n'avez pas envie de vous faire coudre des vêtements comme ça? C'est pas joli ça? Made in Africa. C'est du Made in Africa. N'hésitez pas à venir partout où vous le pouvez en Afrique, faire vivre les artisans stylistes africains par vos commandes. Chaque fois que je le peux, je complète, je renouvelle ma garde-robe africaine, dans laquelle il y a des joyaux, comme ce bel objet, qui est en même temps un message, un langage des couleurs. Moussanian, je vous salue. Je te salue, Faso Ouattara, mon ami personnel, l'homme qui chante Tombouctou. J'espère bientôt assurer à l'université de Tombouctou un cours d'histoire de la philosophie africaine. Si le ministre malien de l'enseignement supérieur le permet. Je rêve de passer au moins un mois entier dans les jours à venir à Tombouctou pour enseigner et apprendre de cette ville aux 333 saints, cette ville bénie du Mali et de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci. Merci, merci infiniment.